Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, je reçois le grand Peter McCaslin. La semaine passée, vous avez vu la distillerie McCaslin, c'est son ancienne brasserie. Et puis maintenant qu'il est un peu à la retraite, il s'est trouvé un beau projet de retraite, c'est faire ses spiritueux. Si vous aimeriez savoir plus sur d'autres distilleries qui s'en viennent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Mettez un pouce en dessous de cette vidéo pour pouvoir encourager Peter. Et puis, on se retrouve tout de suite après l'intro. Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Bonjour Peter, ça va bien? Ça va très bien, merci. Oui, nous, on s'est déjà croisés quelques fois parce que tu habites pas très loin de chez moi, à Sutton. Et puis, à chaque fois, c'est toujours un plaisir de jaser avec toi. Fait que je suis content de te recevoir dans le show aujourd'hui. Oh, merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Là, on l'entend à ton accent. Normalement, tu parles plus anglais un petit peu. Tu as des origines écossaises, c'est ça? Effectivement, j'étais né à La Chienne, la ville de La Chienne à Montréal, mais mon père était né à Paisley, proche de Glasgow, en Écosse. Alors, la famille écossaise arrivait ici en 1920. Tu as commencé avec la brasserie McCaslin, donc la brasserie à ton nom. Ça fait plusieurs années. Combien de temps tu étais dans la brasserie? Oui, j'ai commencé ça en 88, puis j'ai vendu ça en 2013. C'est 25 ans, plus ou moins. C'était toute une aventure, beaucoup de fun. J'ai eu énormément de plaisir dans cette industrie-là. Et puis, quand tu as vendu la brasserie, tu t'es dit non, c'est pas vrai que ma carrière va finir là, puis que je vais juste jouer au bridge ou quelque chose comme ça. Tu t'es lancé dans les spiritueux. Donc, tu as fait en premier, le premier produit que tu as lancé, c'est le Holy Smoke, un gin avec du houblon que tu produis chez toi, le houblon, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai un très, très petit houblonnière ici. Je pousse assez pour le gin. Le gin, c'est un des éléments excusez-moi, les houblons, c'est un des éléments dans le gin, le Holy Smoke. Et ça donne un certain caractère. C'est des houblons cascades qui ont un certain goût et arôme citronné, disons. Et ça donne un certain caractère à la gin que j'aime. Puis comment tu as développé l'idée de te lancer dans les spiritueux après la bière? C'est où ça t'est venu, cette idée-là? Effectivement, j'ai eu l'idée d'être impliqué dans les spiritueux depuis les années. J'ai commencé officiellement, j'ai créé la compagnie de la distillerie en 2007. Je n'ai pas eu à l'époque assez du temps de développer ça. Je n'ai pas vraiment commencé de développer les marques jusqu'à 2016. Mais c'était toujours une idée. Vous savez que, comme un Écossais, j'ai toujours aimé les whiskies écossaises. C'était une partie de ma patrimoine. Aussi, les patrimoines des Québécoises aussi. Il y a beaucoup d'Écossais ici. Alors, pour moi, là, c'était toujours intéressant de développer les produits spiritueux. Le gin était le premier produit, évidemment, parce que c'était assez vite à faire. Dans le cas des deux whiskies, ça prend au moins 3 ans en barrique. Évidemment, celle que j'ai lancée récemment, le Holy Smoke, excusez-moi, le Single Malt Whisky, était déjà vieilli proche de 4 ans en barrique avant que c'était lancé. Bon, et j'ai d'autres idées, alors c'est pas fini, cette affaire-là. On va faire d'autres choses intéressantes.
Fait que si on rentre dans la fabrication de ton gin, tu as fait plusieurs tests avant d'arriver à la recette actuelle du Holy Smoke. Et puis, Holy Smoke, ça vient de encens parce que c'est un des aromates que tu utilises, c'est l'encens. Mais ce n'est pas fumé, ce n'est pas un whisky, un gin fumé, c'est vraiment l'encens qui est utilisé comme aromate. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui, ben, c'est peut-être que ça ne donne pas exactement la meilleure impression au Holy Smoke. C'est plus un joug sur les mots que vous avez dit. Le caractère de fumée n'est pas là. C'est plus un produit citronné, sucré, avec les arômes de coriandre, de doublon. Nous avons les racines de réglasse dedans. On a plusieurs choses et ça donne une panoplie, si on peut dire ça, des arômes et des caractères dans la bouche. C'était beaucoup de fun de faire ça. J'ai fait ça avec Jean-François Thioret, qui était le maître distillateur à Hochelag à l'époque. Il était un ami de moi depuis des années. Alors moi et Jean-François jouaient avec un très petit alambic à Hochelag. Et nous avons joué avec les ingrédients. Alors, c'était beaucoup de fun de faire ça. Et puis, l'idée d'arrêter sur l'encens, ça s'est passé comment? Ben, nous avons considéré une grosse liste. Nous avons fait essayer la safran dans une de nos gins, des batchs expérimentales. Il n'a pas fonctionné. Alors, nous avons voulu avoir quelque chose historique avec les racines dans médecine et religion, évidemment, et toutes sortes de domaines qui est très, très, très profond. Alors, c'est quelque chose que Jean-François a suggéré. Et j'ai dit, ben, pourquoi pas? Vous savez que c'est comme un genre de, comment on peut décrire ça? Vous savez, les petits cristals de huile qui sont sur les pins ici dans nos forêts. Effectivement, les myrrhes et l'encens sont le même type de choses qui viennent des gens de pins, pas exactement les pins, très vieux dans le Moyen-Orient. Alors, c'est intéressant, c'est juste quelque chose d'intéressant. Et le caractère est complexe, mais c'est un mariage des saveurs complexes qui vient de ça, avec le caractère des autres ingrédients que j'ai mentionnés tantôt. J'ai oublié de mentionner les peleurs du citron sachez qui sont là. Alors, nous avons 10 ingrédients dans le gin. Alors, c'est super bon. Et les nouvelles partenaires, je ne peux pas mentionner, je ne veux pas mentionner leur nom encore. Il fait un très bon job. Et la qualité de produit ressemble celle de Hochelag très prochement. Je suis très, très content. Bien, on va en parler justement du processus de création. Là, tu as 2 whiskies qui étaient en vieillissement. Un single malt de vraiment inspiration écossaise et puis un rye plus canadien un peu. Là, on va parler de ton single malt qui est en succursale en ce moment. Comment ça s'est passé? Où est-ce que tu as trouvé tes céréales? Est-ce que tu as participé à la fermentation aussi ou plus à la distillation? Comment ça s'est passé tout ça? Bon, il faut dire qu'avant le gin n'était pas le premier produit dans ma tête. Le premier produit, c'était toujours le whisky. Parce que, comme j'ai dit tantôt, c'est un produit que j'aime personnellement. J'aime le gin aussi. Mais honnêtement, je n'étais jamais un gros consommateur de gin. J'étais toujours plus intéressé de créer un whisky qui ressemble les whiskies qu'on trouve en Écosse. Ça, c'était le premier bout quand j'ai eu les réunions avec Jean-François Thioret il y a des années chez Hochelag.
Et ça, c'était le premier bout. Le rye était le fun aussi. Ça, c'est un produit qui est typiquement canadien. Ça, pour moi, c'était un autre élément dans mes dossiers du produit. So, le whisky, oui, comme vous avez dit, c'est maintenant dans les magasins. On trouvait ça en 67 sous Casale maintenant. Quand j'ai brassé ça, j'ai décidé d'utiliser les maltes qui viennent une malterie qui est proche de la frontière écossaise. C'est-à-dire que j'utilise les maltes qui viennent de la région et par un producteur qui fait la production pour les gros et petits distilleries écossaises. Et j'ai aussi la deuxième chose que j'ai décidé, c'est d'acheter des maltes tourbés. On ne trouve pas les produits tourbés ici au Québec. Vous savez qu'une malte tourbée, c'est fait par le processus de maltage. J'ai aucune idée à quelle profondeur vous voulez parler de ça, mais vous savez qu'on pousse les grains. Les grains, à un certain moment, sont mis dans l'eau. Le jeune plante commence à pousser. On laisse tomber l'eau. Pendant cette période de temps, quand le petit grain pousse, ça change l'amidon dans le grain en les sucres complexes. Et après ça, on laisse tomber l'eau, on met ça, on chauffe les grains. Ils sont rôtis à un certain niveau. Dans le cas d'une malte tourbée, ils utilisent le bacane de tourbe pour sécher les grains. Alors, évidemment, ça laisse un certain caractère de tourbe dans les grains. Et évidemment, dans le processus de distillation, ce caractère est toujours là. Sur un produit tourbé, c'est intéressant que vous savez, quand on met la façon qu'on crée un whisky, on fait, je vais utiliser le mot mâche, avec les grains, on sépare les grains de le liquide sucré. Ça, c'est avec un caractère assez sucré, pas tellement intéressant. Dans le cas de celle-là, il y a aussi un caractère de tourbe, un caractère de fumée. On met cette liquide-là dans l'alambic, on distille le produit. Dans le processus de distillation, ce n'est pas un liquide ambré qui sort. Hein? Peut-être fréquemment le monde pense oui, le whisky et d'autres produits a beaucoup de couleurs, mais ce n'est pas ça. Effectivement, ça sort dans les alambics clairs comme du lot. Mais dans l'alcool, on a les caractères du grain, on a le caractère, dans notre cas, du tourbe. On met cette liquide-là dans le barrique. Dans mon cas, j'ai décidé d'acheter des barriques de Bourbon. Ça, c'est typique pour les Écossais. Ils utilisent le deuxième, ils parlent de first refill bourbon barrel, c'est-à-dire que c'est déjà utilisé pour 3 ans pour maturer du Bourbon aux États-Unis. Après ça, c'est moins, le caractère du bois, c'est moins fort, mais on met du whisky dans ça. Et le processus de maturation dans les barriques, en général, ça prend beaucoup de temps. Ça change dans une période de 6 mois. Oui, ça commence à changer. Dans un an, ça change. Dans mon cas, j'ai goûté ça chaque 6 mois. J'ai eu seulement 4 barriques de ça. Alors, j'ai goûté chacune. Et dans le printemps passé, j'ai goûté les 4. J'ai fait les mariages des barriques, mélanger les 4 ensemble. Une était beaucoup plus de caractère qu'une autre. C'est intéressant, ça.
Et j'ai décidé de mettre les quatre ensemble, de créer un mélange de whisky de single malt comme ça. Évidemment, c'était 67% alcool. Ça, c'est beaucoup plus haut. Évidemment, on peut vendre ça à ce niveau-là, mais pour moi, ce n'est pas buvable à ce niveau. C'est juste trop désaltérant. Et aussi, c'est trop fort en caractère. So, nous avons décidé de mettre de l'eau, tranquillement pas vite, dans le whisky jusqu'à nous avons un liquide de 43%. Et ça, c'était le pourcentage que j'ai voulu. Et je suis très content avec ce produit. Je suis encore jeune. J'ai les bouteilles du whisky dans mon caravan ici, à la maison, qui était distillée en 1969. Ça, c'est un vieil whisky. Il était déjà entre 20 et 25 ans dans le barrique. Alors, dans le cas de la mienne, c'est assez bref, hein? 3-4 ans, pas long. Mais je suis très, très impressionné de la façon que le produit a évolué dans cette période de 4 ans. Et effectivement, c'est comme un produit du Québec avec un petit caractère, avec la fameuse fleur d'Écosse. Vous savez, ça c'est la fleur d'Écosse. OK. Hein? On trouve, mais ça c'est une fleur que nous trouvons dans nos champs ici, dans le sud du Québec. Mais en tout cas, ça c'est la fleur du Québec, d'Écosse. Alors, j'ai décidé de mettre ça sur l'étiquette, juste pour indiquer que oui, c'est un produit qui vient d'ici, avec un héritage qui vient d'ailleurs. Et puis, c'était pas trop long. Non, c'est très bien parce que justement, le côté tourbé, c'est intéressant de savoir d'où ça vient. Parce que oui, on l'entend fumer, tourber, mais comment le processus, ça se passe. Mais là, tu as bien expliqué, c'est pendant le maltage, pendant le réchauffement des grains là, pour qu'ils germent vraiment, pour qu'ils changent la molécule de sucre en molécule de sucre plus fermenticible. Mais c'est là qu'en chauffant avec la mousse de tourbe, la fumée va aussi dans le grain, puis là, ça imprègne le grain. Quand on fait le mash après, bien là, l'eau, le liquide sucré va goûter aussi la fumée. Et puis même, côté distillé, on a encore un soupçon de fumée après, mais il n'est pas énormément fumé. Là. Moi, normalement, j'aime moins les côtés fumés. Et puis celui-là, il y a un bel équilibre. Oui, non, ça, c'était l'idée, c'est de créer un caractère tourbé, mais pas trop. Parce que, on a les gens qui adorent les whisky hyper tourbés. C'est pas mon goût à moi, là. Et aussi, même à 43%, là, vous pouvez sentir le liquide sans le goûter. C'est une autre chose qui me surprise un peu. J'ai passé, moi et Hélène, a passé 2 semaines en Écosse sur la petite île de Islay, où on trouve, je crois que c'est 8 distilleries maintenant. Et nous avons visité toutes les distilleries. Là-bas, on ne boit pas le whisky straight. On met ça dépend évidemment, mais là-bas, ils mettent jusqu'à 50% de l'eau dans le whisky. So, l'idée de prendre ça straight, là, à 100% quand il arrive dans la verre, pour ceux et celles qui habitent dans les communautés qui produisent les meilleurs whisky au monde, c'est pas la façon qu'ils prennent ça. Ils mettent de l'eau. Parce que de l'eau, ça donne une autre grosse surprise. Maintenant, à Mané, là, c'est un peu alcoolique, pas trop. On a un peu du tourbe, mais pas trop. Un peu sucré.
Possiblement, on peut trouver d'autres éléments. Ça dépend sur votre palette. Tout le monde trouve certaines choses. Les fruits séchés, les noix. C'est une des miracles d'être humaine, c'est le fait que chacune a une palette qui n'est pas la même que la personne à côté de vous. Alors, vous pouvez goûter ça, des choses que la personne à côté de vous, il ne goûte pas. Ça, c'est intéressant. En tout cas, pour moi, je vais mettre un peu de l'eau. Ça, c'est un petit bouteille de l'eau qui vient d'Écosse. Il vient d'Islay. Alors, c'est de l'eau sur l'île. Et si vous avez la chance de visiter cette île-là, toutes les petits, pas les rivières, les petits ruisseaux qui passent dans les champs, ils sont dans la tourbe. Alors, quand ils sortent vers la mer, ils sont la couleur du thé. Et ça, c'est la tourbe qui est dans l'eau. Évidemment, c'est organique. So, quand je mets une eau qui vient de Islay dans mon whisky, ça donne un autre élément. Mais on peut utiliser de l'eau de anywhere. Mais la chose qui est importante, utilisez pas l'eau qui vient de la ville, qui utilise du chlore dans le système de filtration. Parce que du chlore, là, c'est juste trop fort. On met juste quelques gouttes de l'eau et on trouve que l'arôme a changé et le caractère dans la bouche est beaucoup plus ouvert. Ça, parce que la goutte d'eau va aller choquer un peu les molécules, puis les ouvrir pour laisser les arômes s'ouvrir un petit peu plus. C'est vrai qu'il n'est pas, tu sais, même straight, là, il n'est pas fort en bouche. Le 43 %, il est doux. Il y a un beau petit côté caramel, comme tu disais, qui a l'impression de sucre, mais ce n'est pas sucré. Puis, pas trop tourbé, parce que je savais que tu m'avais parlé il y a 3 ans que tu voulais faire un tourbé. Je disais, oh, on va goûter, on va voir. Puis finalement, il y a un bel équilibre. Puis la céréale est plus présente que juste le côté fumé. Oui. Donc, évidemment, si on laisse le même liquide dans les barriques pour un autre 5, 10 ans, ça change de caractère. Mais pour un produit si jeune que ça, je suis très, très, très fier de ça. Je suis très, très heureux. Bon, en tout cas, mais peut-être c'est le goût à moi. J'aime ça. Mais juste ça, avec un livre, avec un peu de musique à côté, un drame de whisky comme ça, on prend ça tranquillement, pas vite, on saveur ça. Ça, c'est du whisky. Ça, c'est l'histoire du whisky. Le gin, là, oui, OK, on peut prendre ça straight. On fait mon gin, on peut boire sans mettre ça dans un gin and tonic. Mais c'est bon, un gin and tonic. Mais évidemment, le moment qu'on met du citron ou dans le verre avec du tonic, avec du glace, avec le gin, le caractère de gin, c'est beaucoup moins évident. Dans le cas de whisky, on peut faire des Rob Roy, on peut faire toutes sortes de cocktails avec. Mais pour moi, là, ma façon préférée, c'est juste un petit peu de l'eau. Et ça, c'est parfait pour moi. C'est dans les premiers au Québec qui ont sorti leur whisky. Il y en a plusieurs qui sont déjà en vieillissement, mais qui ne sont pas prêts. Puis c'est un guess un peu, on met ça dans un baril, puis on va voir combien de temps ça va prendre avant d'être prêt, avant d'être bon. Puis toi, mais, ton 4 ans, il était satisfaisant pour toi. Fait que, puis pour moi aussi, il l'est.
Donc, chapeau. C'est très important de aimer un produit. Oui, on peut toujours aimer la mythologie. On peut toujours aimer le marketing fait par les grosses boîtes comme Diageo. C'est extraordinaire. Ils donnent des histoires magnifiques. Mais effectivement, le seul test, est-ce qu'on aime ça ou est-ce qu'on n'aime pas ça? Et c'est possible qu'on peut aimer une grande variété de whisky. Si on prend un Kintashen, qui était à Lowland Whisky, qui était préparé proche de Glasgow, c'est un produit tellement différent que ça. Et de les produits qui viennent du nord en Écosse ou des îles en Écosse. C'est comme les Irlandais, c'est un produit double distillé. Ça change le caractère, effectivement, de la produit final. So chaque whisky prend son voyage, son aventure. Dans le cas de la mienne, l'aventure était à Hochelaga, Maisonneuve. Et puis là, il te reste en fût un rye whisky. Est-ce que c'est 100% rye ou tu as joué une recette là, avec un peu de maïs et tout? Le rye était fait. Ça, c'est un autre produit. Hein? C'est un autre processus. J'ai parlé tantôt, on fait un whisky, on sépare les grains de le liquide, de la mou. Dans le cas du rye, on a utilisé le rye du Québec, raw, c'est-à-dire que c'est les grains pas grillés, pas maltés, juste le produit qui vient des champs nettoyés, des petits roches et tout. Et on écrase ça, on mélange ça immédiatement avec de l'eau et crée la fermentation sur grain. On parle de fermentation sur grain. Dans le cas de rye, notre rye, c'est 100% rye. Je pense qu'un sac de rye maltais de Bamberg en Allemagne qui était dans la recette seulement pour donner certaines enzymes pour aider la sacrification de l'amidon. Mais à part de ça, je ne me souviens pas comment c'était 1 tonne, 2 tonnes, je ne me souviens pas exactement. Mais c'est tous les produits qui viennent du Québec. Mais ça, c'est un autre processus. Hein? Dans la fermentation sur grain comme ça, c'est pas seulement le levure qui fonctionne. Évidemment, on a d'autres bactéries, autres types de bactéries qui sont là, qui travaillent au même moment que la levure dans la fermentation. Se créer on met dans certains cas lactobacillus, un genre de bactérie qui crée les caractères acides dans le processus et aussi ça arrête fréquemment la fermentation. Bon, ça c'est un autre genre de choses. La fermentation de rye. Et aussi, il faut dire que la fermentation du whisky, c'est pas comme la bière. Hein? C'est-à-dire que c'est beaucoup plus sauvage. Évidemment, on met le laveur du distillerie dans le whisky et dans le rye, mais fréquemment, ils ont d'autres activités dedans parce que c'était pas stérilisé par comme on fait avec la bière dans la bouilloire. Il n'y a pas de bouilloire dans ce processus-là. On a toutes sortes de caractères, toutes sortes de bébêtes, pas les bébêtes, les bactéries qui travaillent dans les cuves de fermentation. Alors, le rye est un produit, comme j'ai mentionné tantôt, le whisky canadien, le fameux whisky canadien, est considéré un rye whisky. Ce n'est pas seulement rye qui est utilisé dans leur recette.
Dans mon cas, j'étais toujours intéressé d'essayer quelque chose qui utilise 100% de quelque chose. Alors, nous avons utilisé aucun d'autre grain dans la préparation de notre vin, 100% de siègle. Et éventuellement, ça va donner un caractère du produit avec beaucoup de caractère puissant, très aromatique, épicé au bout, si on peut dire ça. Pour ceux et celles qui aiment le caractère de rye, encore une fois, est-ce que c'est tout le monde? Si tu mets un Crown Royal, est-ce que c'est Crown Royal, Canadian Whisky? J'ai aucune idée si c'est du rye ou de quoi. Mais on peut trouver toujours les produits qui n'ont pas trop de caractère. Il faut dire que quand j'ai commencé dans la bière, vous le savez, il y a 30 ans déjà, nous étions seuls. On a eu la Batte Molson et Carling O'Keefe à l'époque. Tous les produits sur le marché canadien étaient les lagers pâles, plus ou moins, les ailes pâles, pas trop de caractère. Pour moi, c'était plate, c'était tellement boring. Alors, quand nous avons commencé avec le Saint-Avoine, il y a 30 ans, c'était considéré comme totalement fou. Pourquoi tu fais un produit avec, premièrement, c'est ambré. Deuxièmement, il y a beaucoup d'arômes. Il y a du amertume. Pourquoi? Alors, ça, c'était le beau risque de créer un produit qui n'est pas du tout comme les autres. Et en fait, que la plupart des consommateurs de bière à l'époque a dit « Ah, je n'aime pas ça, c'est trop fort. C'est trop fort, il dit. » Il a dit ça fréquemment. Dans mon cas, j'ai le même feeling pour le produit que je fais maintenant. Moins le gin, mais pour les spiritueux comme rye et whisky, je veux créer quelque chose qui est boring. Je veux créer quelque chose qui a du caractère. Et ça, c'est toujours mon objectif. Et je crois que le rye va dire la même chose que le whisky. Je pense que, franchement, j'ai goûté pas tous les produits du Québec, évidemment. Mais je pense que je n'ai pas trouvé un produit tourbé, un whisky fait au Québec tourbé. Sais-tu? Bien, ils ne sont pas prêts encore. Il y en a d'autres qui travaillent avec des mâles tourbés. Là. Je pense à Lauren Legend à Lévis. Eux, il a vécu sur les îles. Fait il veut ramener ça de sa culture un peu de ce qu'il a appris là-bas au Québec. Mais pour l'instant, la plupart ne sont pas tourbés, non. C'est ça. Alors, dans ce sens-là, c'est une des premières qui fait un whisky avec de vraies tourbes. Et puis ton rail, est-ce que tu sais quand il va être prêt? Es-tu pas mal à ton goût ou il manque encore plus de vieillissement vu que c'est quand même puissant, là? Fait que j'imagine que tu vas le laisser un petit peu plus. Je pense qu'au niveau d'alcool, ça va être 43%. Maintenant, on est Marc Chapuis, qui est le maître distillateur maintenant à Hochelag, il était très lentement mis du lot dans le produit. Maintenant, c'est vers 50%. Ça va prendre 2 ou 3 d'autres semaines de baiser le niveau d'alcool par l'addition du lot à 43. Ça va être plus ou moins le même pourcentage d'alcool que le whisky. Et aussi mon gin, c'est 43. Dans le cas ça va être un produit bien coursé, beaucoup de caractère, beaucoup d'arômes, plein dans la bouche. Ça va donner du plaisir de goûter ça. Est-ce qu'on met de ginger ale dedans? De créer un rye and ginger? Pas nécessairement. Mais, hey, look,
si tu veux mettre une 7-Up ou une Coca-Cola, ça va ton business, ça pas la mienne. Mais pour moi, non. Je vais prendre ça tranquillement, pas vite, comme j'ai dit. Une heure tranquille, la musique, un bon livre et un bon whisky. Ça, c'est exceptionnel. Peut-être que je suis trop vieille maintenant, mais pas nécessairement. Au lieu de mettre de l'eau qui vient d'Écosse en petite bouteille, mais là, on va se trouver une autre source, là, comme Ico-la-Sutton ou un peu partout, pour aller rajouter une petite eau québécoise. Toujours, oui, ça change. Et aussi, chacun a un certain niveau de confort avec niveau d'alcool. Si ça commence à 43 vous trouvez ça trop fort, mettre un petit peu de l'eau. Il n'y a pas de dommage qui est causé par ça. Plus tôt dans l'entrevue, tu disais aussi que tu avais d'autres idées de produits qui s'en venaient. As-tu commencé à travailler sur des nouveaux produits ou c'est juste des idées encore? Ça reste dans les grains toujours. Il faut dire que j'étais toujours dans le grain comme une brasse à maison depuis que j'ai eu 15 ans. Ça, c'est pas hier, là. Et dans l'industrie du bière, j'ai adoré le produit qui est fabriqué avec les grains. So, je vais continuer dans cette direction-là. C'est ça qui m'intéresse. Et j'ai pas, il faut dire aussi, c'est un business que j'ai, il faut que c'est rentable. Mais ça, c'est pas mon objectif principal. Mon objectif principal à cette partie de ma vie, c'est faire des choses que j'aime, de faire des choses qui m'intéressent. Une de mes amies a mentionné que le Canadian Whisky a commencé avec un mélange de seigle et du blé parce que le pourcentage, les Allemands qui étaient les agriculteurs dans le sud d'Ontario a poussé le seigle. Les autres ont poussé le blé. So, la raison qu'on a commencé de distiller, c'est à cause qu'on a trop de produits. On a trop de... Ça, c'était pas quelque chose que disent hey, j'ai soif pour le whisky. Non, c'est plus parce qu'on a limité les surplus pour créer des spiritueux avec. So, le Canadian Whisky, il m'a dit, c'est un mélange de blé et de seigle, pas 100% une ou l'autre. Mais ça, c'est intéressant comme histoire. J'ai pas ça. Dans mon cas, ça m'a donné l'idée. Peut-être qu'il faut retourner aux routes de cette production-là. Est-ce qu'on utilisait les grains, les vieilles grains, les vieux styles de grains, d'autres types de marques qu'on peut trouver dans un autre endroit qu'ici. En tout cas, so, vous avez me demandé une question, je n'ai pas vraiment donné une réponse claire, mais ça va tomber dans les whisky, les spiritueux comme whisky, etc. Donc, la meilleure façon de te suivre pour savoir quand ton rêve va être lancé, quand des nouveaux produits peuvent arriver, c'est sur Facebook, sur Peter McCausland Spirits? Ah oui, Peter McCausland Spirits, ça va sur notre site web. On va donner les nouvelles là. C'est très bon de créer une série de petits témoignages pour moi. I don't know que je fais des mélanges avec mes produits. On parle de mes produits. Et on parle même de les choses qu'on fait ici à notre ferme, maison ici, juste pour le fun. So, oui, évidemment, il faut qu'on suive les Peter McCausland Spirits, les spiritueux Peter McCausland. Ça, c'est la façon de trouver les nouvelles de mes activités. Et ma livre, c'est en anglais, mais si le monde trouve l'histoire à Brascal au Québec dans les derniers 30 ans intéressant, je suggère qu'il achète un copie. Comme j'ai dit, d'ici à la fin mars, ça va être aussi annoncé sur mon site web. Puis est-ce qu'on sait déjà le titre, si on veut le chercher?
Brewing better beer, the story of Saint-Ambroise and the beginning of the Quebec craft brewing industry. C'est assez long comme titre. Donc, ceux qui ne sont pas déjà abonnés, allez vous abonner. Vous allez trouver le lien en description en dessous. Et puis, vous pouvez vous abonner aussi à la page ou au podcast si vous êtes sur iTunes, Spotify, pour être au courant des prochaines qui s'en viennent. Un gros merci, Peter. C'est toujours agréable de discuter avec toi. Plein de passion à travers ce que tu racontes. C'est super. Merci beaucoup. Oh, c'est un plaisir. Laisse-moi te parler de mon partenaire, Nevu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux si je peux vivre mon rêve de partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas. Toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve.